Mais également Laurent Jacobelli qui est avec nous. Jordan Bardella est ce soir l'invité du journal de 20h. Tout à fait. De TF1. Est-ce qu'on sait pourquoi le président de la République n'a pas assisté à l'hommage aujourd'hui d'Arnaud Frion? J'imagine qu'il avait un emploi du temps. C'est vraiment très choquant. On sait pourquoi. Il y avait une réunion sur le narcotrafic à l'Élysée avec Sébastien Lecornu. Donc vous n'aviez ni le président de la République, ni le Premier ministre ancien lui-même, ministre des Armées, Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron, chef des armées, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait pendant 9 ans sur le narcotrafic, mais il y avait une réunion qui les retenait ce matin-là à l'Élysée. Ils n'ont même pas pu faire le déplacement pour rendre hommage à un homme tué par les drones iraniens en Irak, au Kurdistan, mort pour la France. Donc, on rappelle où avait lieu la cérémonie en Isère. Catherine, une heure de Paris avec un avion, en Falcon de la République pour déplacer le chef de l'État. Vous y étiez en quelques dizaines de minutes. Donc franchement, que Emmanuel Macron fasse le choix de ne pas y aller, c'est très choquant. C'est très choquant et c'est même heurtant. Et donc on a envoyé Catherine Vautrin, ministre des Armées, pour représenter le président de la République. Mais je peux poser une question, pourquoi pas les Invalides? Georges Fenech. Vous avez raison. Bon, comment se fait-il qu'il n'ait pas été nuit et célébré aux Invalides? Généralement, c'est aux Invalides. Vous avez je pose la question, j'ai pas la réponse. Mais on peut Est-ce qu'il y a eu une demande de la famille? On peut peut-être se renseigner, Laurent Tessier, parce que c'est un sujet effectivement. Moi, ça me choque profondément. Hein, c'est vraiment. En plus, c'était un héros, cet homme. Hein, et puis c'est le premier mort dans cette guerre. Ouais. Et c'est vrai que une réunion sur le narcotrafic ne peut pas être un prétexte valable. Surtout le chef de l'exécutif, c'est pas possible. Ils n'ont rien fait pendant 9 ans sur le narcotrafic. Ils se réveillent ce matin au moment où on célèbre la mémoire d'un homme mort pour la France. Il est 16h36. 16h, 18h. Pascal Praud sur Europe 1. Bon, la situation de Marseille, et puis au-delà peut-être la situation de Marseille et la situation en France. Le candidat LFI, Sébastien Delogu, a finalement annoncé son retrait. Il était arrivé en 4e position au premier tour avec 11%. Jean-Luc Mélenchon a salué, je cite, le sang-froid et le dévouement de la dignité de Marseille. Le leader de LFI a dénoncé le sectarisme aveuglé de Benoît Payan et son arrogance. Le maire sortant a refusé toute fusion avec les Insoumis. Benoît Payan a pris acte du retrait de Sébastien Delogu, une décision qui, pour lui, s'imposait face au RN. Écoutez monsieur Delogu. Les socialistes sont arrivés en tête et ils ont fait la démonstration de leur irresponsabilité et de leur sectarisme. L'histoire les jugera. C'est dans cet esprit de responsabilité que nous prenons la décision de retirer notre liste et de ne pas participer au pari inconséquent de Benoît Payan. L'orgueil et l'ego d'un homme ne doivent pas participer et précipiter notre ville dans l'abîme. Réaction de Jordan Bardella à Marseille. Le retrait sans gloire de monsieur Delogu, qui abandonne ses propres électeurs, ouvre la voie à la victoire d'une gauche sous emprise de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vrai que face à ce risque, Bruno Retailleau et son parti doivent prendre leurs responsabilités, a-t-il dit, en obtenant le retrait de Martine Vassal, qui ne peut pas l'emporter. Je lance un appel aux électeurs de la droite dans la 2e ville de France. Votez pour sauver Marseille. Votez pour la liste portée par Franck Alizio. Oui, il y a deux choses dans l'appel de Jordan Bardella. Laurent Jacobelli. L'appel à la responsabilité des dirigeants LR. Il y a une nouvelle donne, c'est que M. Delogu n'est plus candidat, que Mme Vassal a fait, je crois, entre 10 et 12%, qu'elle n'a aucune chance de gagner, ni même de peser sur la vie de Marseille, si ce n'est à la métropole, et que donc la raison voudrait qu'elle se désiste. Et puis il y a une deuxième chose, quand on en entend bien, c'est aussi l'appel à tous les Marseillais, à tous les électeurs de droite, ou même indépendants qui veulent le changement. N'écoutez pas les appareils. Votez pour le seul candidat, Franck Alizio, qui pourra faire bouger les choses. Oui, mais alors là, justement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, d'une manière, l'observateur que je suis peut trouver ce cas intéressant. Parce qu'on va voir ce que pensent vraiment les électeurs des Républicains. Donc, où Madame Vassal, je ne sais pas combien elle a fait de voix, Madame Vassal. Oui, ça c'est 11%, mais est-ce que vous pouvez savoir le nombre de voix qu'elle a fait? Ça m'intéresse, le nombre de voix. Bon, c'est des électeurs convaincus. Si, on dit souvent que c'est de l'ordre de 50% les reports, c'est ce qu'on dit souvent. Hein, il n'y a pas vraiment de règle, mais oui. Il n'y a pas de règle, mais parce que, par exemple, à Paris, les électeurs de Pierre-Yves Bournazel, vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui vont aller voter Emmanuel Grégoire. Hein. Oui, mais oui, ça c'est possible. Mais ce que je retiens, par exemple, dans ce cas de figure, c'est que l'électeur de Martine Vassal, celui qui retourne voter Martine Vassal, c'est vraiment qu'il ne veut pas du RN. C'est-à-dire qu'il sait que son vote ne vaut rien, hein, mais il veut quand même continuer à voter Martine Vassal. C'est symbolique. Oui. Donc ça va être intéressant de voir le nombre de voix 35 000 voix. Donc 35 000 voix. Donc moi je trouve ça, c'est un cas d'école, 35 000 voix. Donc si tout d'un coup, dans ce deuxième tour, vous me suivez tous, hein, parce que c'est parfois un peu compliqué lorsqu'on parle de chiffres.
et parfois les uns et les autres peuvent être perdus. Si par exemple Madame Vassal, elle passe de 35 000 voix à 10 000 voix. Ça sera clair. Bon, ça sera clair. Ça voudra dire que les électeurs des Républicains souhaitent l'alliance. Ils la veulent. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Mais c'est ce que semblent indiquer d'ailleurs tous les sondages d'opinion. Oui, mais sondages, ils se sont bien trompés à Paris, si vous me permettez. C'est pas faux. Et à Lyon avec Monsieur Aulas qui devait gagner dès le premier jour. Oui, mais ça, c'était des sondages il y a 3 mois. Et si je peux me permettre, oui, donc ça veut dire que Jean-Michel Aulas a fait une très mauvaise campagne. Oui, j'allais dire, là, c'est pas les sondages qui se sont trompés. C'est malhonnête de dire que les sondages se sont trompés si vous sortez un sondage d'il y a 3 mois. Et il a refusé le débat du second tour. Hein. Il s'est désisté du... Oui, il a passé sa campagne à taper sur le candidat d'Éric Ciotti. Il a fait une campagne de gauche. Le maire est associé aux antisémites de LFI, donc il s'est retiré du débat du second tour. Alors parce qu'il avait quand vous avez vu le débat précédent. Oui, mais justement, il avait intérêt peut-être à racheter ce premier débat. Je pense qu'il ne sait pas faire pour le coup. Mais je pense qu'il est apparu fatigué. Oui, tout à fait. Il faut dire les choses comme elles sont. Il est apparu fatigué. Bon, Laurent Jacobelli, Marseille. Oui, il y a une autre leçon à Marseille, c'est que tous ces vieux partis, finalement, ils finissent toujours d'une manière ou d'une autre par s'entraider. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que le Rassemblement national prenne les rênes. Pourquoi ? On a parlé tout à l'heure de la métropole. Mais parce que ça veut dire un salaire en moins ou une indemnité en moins. Et la plupart de ces élus, et c'est pas méprisant, ne savent pas faire autre chose. C'est-à-dire que si demain ils perdent leur siège de conseiller municipal, conseiller d'arrondissement, et qu'ils se retrouvent sur le marché de l'emploi, ils sont paumés en fait. Ils sont perdus. Et donc ça les rend soit agressifs, soit capables d'accepter les pires humiliations et d'avaler les plus grosses couleuvres. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Et donc, moi, je dis à tous ceux qui veulent vraiment le changement, ne vous trompez pas. Votez directement pour Franck Alizio à Marseille, ou nos candidats, ou Laure Lavalette à Toulon. C'est vrai dans les grandes villes, l'argent qu'on touche, dans les petites villes, c'est pas le cas. Non. Mais un conseiller, par exemple, général, ça n'existe plus, mais un conseiller régional, par exemple, dans la métropole, est-ce que vous connaissez les indemnités des uns et des autres ? Vous l'avez ? Oui, mais c'était il y a longtemps, peut-être. Non, c'est en francs. Arrêtez. En écu. Non, je gagnais à peu près 1 200 €. Une indemnité d'un simple conseiller régional, ou conseiller métropolitain, si vous voulez. Ah non, conseiller régional, c'est plus. Moi, je suis conseiller régional. Vous pouvez nous dire ce que... Alors, vous êtes à la fois député et conseiller régional. Ça, on peut avoir cette double... ça, c'est possible. Bon. Donc, député, vous avez 5 900 € net, je crois ? Ouais, ça doit être par là. Et de conseiller régional en net, ça doit être dans les 2000. Oui, moi j'étais conseiller métropolitain, 1200. Conseiller métropolitain. Oui, j'étais conseiller métropolitain. Ça devait être à plein temps, non ? Mais vous poissonniez les tickets dans le métro, un conseil. C'est drôle, un conseil métropolitain. J'étais conseiller municipal et conseiller métropolitain. Ah oui. Ce qui explique les 7 retraites. La 7 retraites. Vous donniez beaucoup de conseils. J'ai démissionné. Non, mais alors, sur l'argent, moi je fais partie de ceux, et je ne vais pas être populaire en disant ça, je pense que vous n'êtes pas assez payé, monsieur Jacobelli. Là, c'est pas mal quand même. Le cumul. Je pense que les députés ne sont pas assez payés et je suis pour le double. 6 000 € net et 2 000 € comme conseiller. C'est moitié moins. Ça fait 8 000 € net. C'est quand même pas nul. Je pourrais imaginer qu'il faille moins. Je pense qu'il faut... aujourd'hui, on est à combien ? On est à 5 000 députés, moi je dirais entre 9 et 10 000 €. Voilà, mais je sais que je vais choquer les gens. Mais là, on est à 8. Mais au nom de quoi cette augmentation ? Eh bien, je vais vous dire, tout simplement, c'est que les meilleurs... Si vous ne les payez pas, ils feront plus de politique, ce qui est déjà le cas. Je vous assure, c'est un sacerdoce de faire de la politique. Parce qu'un médecin ou un avocat qui devient député, il va négliger son cabinet. Il ne retrouvera pas toute sa clientèle. Donc il subit un préjudice matériel, financier. Et donc, il n'y a pas de véritable statut de l'élu dans notre pays encore. Il y a 2 exemples. Et on parle de ça, mais prenez les petits maires dans des communes de 1000 habitants. Là, pour le coup, ça mérite d'être... Alors là, 400, 500 € par mois, bien sûr. Ils sont 24 heures sur 24 à s'occuper de leur mairie. Là, c'est choquant. Bon, il est 16h43, je vous donnerai un argument et vous me direz ce que vous en pensez, Caroline, si mon argument est valable. Il est 16h43. C'est Caroline l'arbitre. Comment ? Aujourd'hui, c'est moi qui arbitre. Ah, c'est bien. Moi, j'aime bien. Je préfère le charme de Caroline et sa douceur et son équanimité plutôt que votre sévérité connue auprès de tous et de chacun. 16h43. C'est dur. C'est dur, sévérité. Ouais, c'est dur. Merci 16h43. Merci d'écouter Pascal Praud, notamment à Marseille, sur le 104.8. Retrouvez l'ensemble de nos fréquences sur notre site europe1.fr. Bon. Oui, et vous trouviez qu'ils n'étaient pas assez bien payés et j'étais un peu choquée. C'est un vrai sujet, parce que c'est un sujet évidemment où on ne va pas être... D'accord. Faut éviter la démagogie. Il y a 2 personnes que je cite très souvent pour étayer mon jugement. C'est Alexandre Bompard et François Baroin.
Voilà, 2 jeunes gens qui étaient vraiment formatés pour faire de la politique au plus haut niveau. Au plus haut niveau. L'un et l'autre sont aujourd'hui dans le privé, où l'un est PDG de la banque Barclays, François Barouin. Et maire de Troyes. Et gagne une tonne. Et maire de Troyes. Oui, alors maire de Troyes, c'est différent. Mais bon, il a accepté encore cette fonction. Et Alexandre Bompard, il est PDG de Carrefour. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, Caroline? Non. Il gagne une tonne. Oui, il gagne une tonne. Oui, aujourd'hui, il gagne une tonne. Raison, Oui, bien sûr, mais c'est probablement la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils sont Est-ce que vous pensez que l'un et l'autre ont envie de venir dans une vie où tu vas te faire insulter matin, midi et soir, où tu n'es pas sûr de gagner, où tu peux finir en prison? Exactement. Parce que c'est la réalité. Donc, c'est souvent ce qu'on a souligné, c'est-à-dire que quand tu fais de la politique à droite, il faut accepter l'idée que tu vas peut-être baisser dans l'échelle sociale. Obligatoirement? Peut-être. En tout cas, que tu aurais une vie meilleure sur le plan financier dans la vie privée. Quand tu fais de la politique à gauche, c'est le contraire. C'est-à-dire que grâce à la vie politique, tu as accès à un niveau de revenu que tu n'aurais sans doute jamais eu dans la vie privée. C'est pas mal, hein? Mais c'est ce que je dis est vrai. Je connais le personnel politique. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a des gens qui sont parfois maires de grandes villes ou députés, et notamment à gauche. Tu te dis, comment ? Non, parce que je ne vais pas citer de nom. Mais évidemment que ces gens-là ne peuvent être pas qu'à gauche. Hein. Ces gens-là ne peuvent être que militants. Ils ne peuvent rien faire dans la vie privée, et donc ça pose un problème, et c'est un problème pour nos démocraties. Bon, simplement, j'ai pas de solution. Une fois que j'ai dit ça, j'ai aucune solution à proposer à la France. Oui, et puis surtout, vous n'avez jamais parlé de vocation et de passion. Alors, donc en fait, non mais franchement, et c'est pas de la démagogie, c'est que sincèrement, je trouve que c'est quand même bizarre que ça manque dans le discours. Non, justement, effectivement, vous avez raison. Il y a certains qui ne savent pas quoi faire d'autre dans la vie. C'est un gagne-pain comme un autre, et c'est pour ça qu'ils s'y accrochent. Mais il y a aussi des gens qui ont arrêté une carrière, qui ont fait de la politique par conviction. Ce qui est votre cas. Vous étiez à la direction de TV5 Monde. J'ai eu la chance d'avoir une carrière sympa. Ouais. Voilà, et quand on fait les choses par conviction et par passion, on est obligé d'être un petit peu au niveau quand même national des. Mais je suis pas le seul, parce que c'est un combat qui anime aussi. Quand on voit son pays en déclin, en tout cas c'est l'analyse que moi j'en fais, et qu'on a envie de le sauver parce qu'on l'aime profondément, de temps en temps on a envie de mettre les mains dans le cambouis. Et ça compte aussi. Et vous savez, moi j'ai fait une école de commerce et on nous expliquait qu'il y avait 2 parts du salaire, le salaire financier et le salaire psychologique. Ce salaire psychologique, il est difficilement chiffrable, mais c'est celui qui fait que vous êtes bien dans votre peau, que vous êtes heureux dans ce que vous faites. Et on peut diviser son salaire par un gros chiffre quand on parfois. Mais je vais désormais augmenter les collaborateurs avec qui je travaille d'un salaire psychologique. Je vous remercierai pour le tuyau quand même. Voilà. Ça, on va prendre une belle prime, Olivier. En tout cas, moi je viens plus par passion. Je pense que David Revel qui nous écoute. Mais écoute, t'as écouté Monsieur Jacobelli, t'as un salaire psychologique. Qu'est-ce que tu viens m'ennuyer à me demander une prime? T'as un salaire psychologique. Il y a 2 salaires. Il y a le salaire qui permet de bouffer, mais ça c'est rien. Il y a le salaire psychologique. C'est ça que c'est le salaire psychologique. Mais Pascal, moi je viens ici. Psychologiquement, vous êtes bien payé, vous? Mais je ne sais pas. Oui, c'est ça, c'est toujours facile de parler quand on est extrêmement bien payé. Moi je viens ici par passion et par conviction, plus que pour la pige. Ça, je peux vous le dire. Non mais arrête, Caroline. Le problème, c'est que moi je suis. Mais voilà, vraiment, si vous cherchez la personne la plus nulle de la terre en égo, vraiment, vous m'appelez parce que ce sera moi. Je déteste négocier. Donc moi, on me donne un chiffre. Franchement, je vais pas tergiverser. Je veux plus, je veux moins, etc. Je prends ce qu'on me donne. Mais sincèrement, il y a aussi des choses qu'on fait uniquement par conviction et par passion. En tout cas, c'est un sujet important. L'argent n'a rien à voir là-dedans. Vous avez bien fait de choisir Caroline comme arbitre en disant que j'étais trop sévère. Vous avez bien fait, c'était un bon choix. Bon, les accords de la honte, Laurent Jacobelli, vous êtes encore quelques minutes avec nous. Besançon, Toulouse, Avignon, Limoges, Lyon, Brest, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Tours, Grenoble, Nantes. Bon, vous n'êtes pas étonné? Parce que moi, je suis pas étonné par exemple. Pas une seconde. C'est-à-dire que la gauche nous fait le coup depuis des siècles. C'est d'abord, ils ont une longue histoire de trahison et pour être dans le mauvais camp. Mais cette gauche, aujourd'hui, elle ne tient pas par son programme. Aujourd'hui, son programme, il est foutu. Elle ne tient plus par le salariat, puisqu'ils ont abandonné les salariés et les ouvriers pour s'occuper des migrants et des communautés. Donc, ils ne tiennent que par des magouilles et par qu'un antifascisme rêvé. Non, alors là, je suis pas d'accord avec vous. C'est mon avis, on peut ne pas être d'accord. Oui, mais ça c'est un peu juste. Les gens votent pour eux. Non, mais pardonnez-moi. je parle pas des gens, je parle des leaders. Mais à Toulouse, Monsieur Piquemal, il fait 27%. Oui, bien sûr. C'est ça qui doit vous intéresser. Je ne doute pas de l'honnêteté des électeurs, je doute de l'honnêteté des appareils des candidats et des leaders. Peu importe comment vous expliquez que Monsieur Piquemal fasse 27% à Toulouse.
Je me l'explique parce que certaines villes, à Toulouse, comme Toulouse, comme Roubaix, sont le modèle du déclin français par le communautarisme, par une immigration mal digérée et mal assimilée, et qu'il y a des opportunistes comme la France insoumise qui parlent à des niches qui, une fois cumulées, peuvent arriver à 25%. Une fois cumulées, peuvent arriver à 25%. Le succès de M. Guiraud à Roubaix, c'est le succès du discours extrêmement violent de créolisation et parfois, disons-le, antisémite, de M. Mélenchon. Et donc ça paye dans certaines villes. Il n'y a pas de créolisation à Roubaix. Roubaix est sous la coupe de l'islamisme. Oui. Il surfe là-dessus. Là. Il n'y a pas du tout de miscibilité, il n'y a pas du tout de mixité à Roubaix. Le paysage culturel, il est quasiment uniforme à Roubaix. Et contrairement d'ailleurs même à Marseille, la différence, c'est pourquoi Pascal pose la question de savoir pourquoi François Piquemal fait 27%. C'est parce que la sociologie des centres-villes, qui sont des centres-villes gentrifiés, c'est très important aussi dans la structuration des espaces et de la manière dont les électeurs votent pour leurs candidats. Eh bien, ces centres-villes-là qui votent pour la gauche, voire l'extrême gauche, eh bien, ils font une espèce de jonction avec les populations, souvent immigrées, qui vivent dans les quartiers paupérisés, les fameux quartiers prioritaires de la ville, qui s'en servent pour justement faire gonfler les voix de ceux qu'ils estiment être dans le vivre ensemble et la France, la fameuse France créolisée. Vous avez vu qu'à Nantes, le premier adjoint de la mairie PS de Nantes, Basset Massé, a annoncé se retirer de la liste menée par Johanna Rolland. J'ai fait le choix de ne pas être candidat. Interrogé par l'AFP, il a précisé que sa décision était liée à l'accord avec LFI, sans plus de détails. Oui, mais il a appelé à voter pour elle. Oui, et on me dit que Jean-Marc Ayrault serait furieux. On me dit que Jean-Marc Ayrault serait furieux de la décision de Johanna Rolland et qu'il aurait dit off, je lui ai laissé un wagon neuf et elle a tout détruit. Vous avez vu les deux unes de l'Express en 20 ans, le changement de Nantes, Pascal. Vous avez vu que c'est le premier bidonville d'Europe, quand même, Nantes. Vous y retournez un peu à Nantes? Non. En 20 ans, on est passé de la ville la plus agréable de France à une des villes les plus dangereuses de France. Il faut 10 agents de sécurité. Pourquoi? Non, mais vous avez tort. Non, mais vous savez, mes grands-parents habitaient dans le centre de Nantes. Ils habitaient rue de la Fosse, près de la place de la Bourse. Donc j'ai grandi là, dans le jardin de la Petite Hollande. Avec ma grand-mère qui m'emmenait dans le jardin de la Petite Hollande. Les Nantais savent, et Nantes était une ville calme. Le soir, nous rentrions à travers les rues le soir et nous marchions en ramenant parfois des amis que nous avions croisés en chemin. Et jamais une fois on s'est fait agresser dans la ville de Nantes quand on avait 17 ans, 18 ans, 19 ans. Ça n'existait pas. C'était la ville la plus calme du monde. On appelait Nantes la belle endormie. Bon, aujourd'hui... Ça a changé quand ? Ça a changé il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, les parents vont chercher leurs enfants lorsqu'ils sont en soirée et ils se réveillent à 3h du matin ou à 2h du matin, ils mettent leur réveil pour ne pas laisser leur fille ou leur garçon rentrer. C'est ça la vérité de Nantes. C'est une ville qui est devenue insécure. Et je ne parle même pas de certains endroits comme la place du commerce à Nantes qui est appelée par les Nantais la place du deal. Franchement, la place du deal. J'ai fait quasiment toutes les grandes villes de France pendant la campagne présidentielle. C'est dans le top 3 des pires villes de France. Avec qui? Avec quelle ville? Les plus dangereuses. Avec quelle ville? J'ai tout fait. J'ai fait Toulouse, j'ai fait toutes les villes du Nord. D'ailleurs, hélas, c'est ça qui est triste, bien sûr. C'est une ville très gentrifiée aussi, non? Catastrophe. On me taquine souvent, etc. Mais au fond, ça me fait de la peine. C'est une ville dans laquelle tu as grandi, qui était une très belle ville, Lyon, qui était une ville agréable, etc. Bon, monsieur Jacobelli, on doit vous laisser alors? Très bien, mais j'en tire comme conclusion qu'il faut laisser aucune ville à la gauche, parce que la gauche, c'est le manque de sécurité, c'est le communautarisme, et ça donne des villes peu sûres à la fin. Je m'aperçois que les gens, ils sont contents à Perpignan. Mais ils sont très heureux, il a été élu au premier tour, comme à peu près tout. Et à Fréjus aussi, et à Béziers aussi. Oui, mais enfin à Bordeaux, à Lyon et à Nantes, visiblement, ils en redemandent, qu'ils en reprennent. Oui, mais parce que tu fais aussi venir des logements sociaux. C'est un cycle infernal. Donnez les clés. Exactement. Non, mais si ils en veulent encore, voilà, allez hop. J'ai une solution pour l'argent des politiques. J'ai une solution pour l'argent des politiques. Peut-être moins de politique, non? Non, vous calculez le salaire du député sur son dernier salaire. Je suis pas d'accord, parce qu'un député qui vient du monde ouvrier, il a autant de valeur. Vous êtes mieux payé qu'avant, vous, monsieur Jacobelli? Beaucoup moins bien, mais c'est pas la question, je vais pas me plaindre ici. Je vais vous dire, tu as un salaire minimum quand même, 5900, tout le monde a un salaire minimum, mais celui qui était un PDG, qui gagnait énormément d'argent... On l'aligne tout de suite.
C'est pas très populaire. Non, mais je crois que c'est impossible. Je crois que c'est une mauvaise idée. Impossible. Vous proposez des choses impossibles. Mais parce que je lis des messages qu'on m'envoie. Parce que le député qui était oublié. Je vous envoie un message. Merci, monsieur Jacobetti. Merci. Comment? J'ai dit augmente-nous. Mais excusez-vous, Godefroy de Montmirail. À tout de suite.